Édition du 28 novembre sur TV Fil 78 du journal de la rédaction. Bonjour et bienvenue. L'actualité locale en un peu moins d'une demi-heure. Et aujourd'hui, la Fédération des associations de solidarité de Saint-Quentin en Yvelines qui fête ses 20 ans. Action Mopti ou encore Drapeau Blanc, artisans du monde. Elles sont nombreuses à œuvrer sur le territoire. Invité pour en parler, Yves Denis d'Amitié et Solidarité. Noël dans un peu moins d'un mois et les communes qui se préparent, les services techniques installent les décorations. Nous irons à plaisir. Et en seconde partie de journal, l'essentiel de la semaine comme tous les vendredis. Ouverture des Restos du Cœur sur fond d'inquiétude, des inquiétudes aussi sur une désertification médicale à Trappes ou encore la ville de Voisins-le-Bretonneux qui prépare sa mue. Les futures frontières des agglomérations, terrain de discorde selon les problématiques locales. Chacun semble avoir sa propre vision et les avis se multiplient. En revanche, l'idée du préfet de région de créer une structure rassemblant 800 000 habitants de 57 communes fait l'unanimité contre elle. Ainsi, le MODEM yvelinois s'est exprimé aujourd'hui sur la question. Nous y reviendrons plus en détail lundi, mais hier soir déjà, lors du conseil municipal de Bois d'Arcy, le maire UMP, Philippe Benassaïa, a jugé inacceptable cette proposition. Excusez-moi. Il estime le projet de schéma régional de coopération intercommunale contraire aux intérêts des habitants. Et puis, de son côté, le maire de Coignières, également concerné, appelle à l'action afin de garder son rattachement à la communauté de communes des Étangs. Il proposera une réunion publique d'information le 5 décembre, puis une consultation le 7 décembre. 2 bureaux de vote seront ouverts afin que chacun puisse s'exprimer. On reste dans la politique avec l'UMP et l'UDI main dans la main qui viennent de présenter ce vendredi leurs candidats aux élections départementales. Des binômes, comme le prévoit la loi, dans 21 cantons que comptent les Yvelines. C'était une volonté, ce qui n'est pas toujours facile d'arriver à l'union. C'était notre objectif, c'est comme ça que nous avons commencé les discussions avec l'UMP. Ça a nécessité beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, beaucoup de respect aussi de celles et ceux qui ne se représentent pas, et puis la nécessité de construire des binômes qui soient géographiquement, avec la parité, avec la politique, avec les sensibilités, avec le respect des territoires, qui soient de qualité. Voilà, c'était l'objectif. Voilà. Nous arrivons à une union pleine et entière, globale, sur tout le département. C'est assez rare pour le signaler. 6 à ce jour sont édictés UDI. Nous avions un sortant en capacité, en volonté de se représenter. Donc vous voyez, on a une progression qui est notable. La politique, c'est pas que des histoires d'appareils, c'est aussi des histoires humaines, de femmes et d'hommes. J'ai une très grande affection, une très grande estime pour Arnaud Richard. Je crois qu'elle est réciproque, donc les discussions à partir de là ont été extrêmement simples. Et c'est vrai que si nous avons le grand chelem, c'est-à-dire 42 représentants sur 42, ça nous donnera plus de force pour expliquer au gouvernement que les coupes budgétaires qu'il fait au détriment des Yvelinois, en prenant leur argent pour aller le donner en Seine-Saint-Denis, qui est toujours aussi mal gérée, aussi endettée, aussi gaspilleuse, c'est un refus absolu des Yvelinois. Nous avons des personnes qui réfléchissent et qui demandent le temps de la réflexion, et c'est tout à fait respectable, parce que ça démontre bien que, aussi bien à Rambouillet qu'à Montigny, nous n'avons pas des gens qui sont dans le moi je veux être candidat, je veux être candidat, je veux être candidat, mais quel est l'intérêt général? Qu'est-ce qui va permettre, en l'espèce à la Casquie, de profiter d'une dynamique commune avec le département? Parmi les candidatures, celle également de la maire de Voisins-le-Bretonneux, Alexandra Rosetti. Sur son canton, c'est celui de Morpas, détenu par le socialiste Ismaël Havane. Alexandra Rosetti qui sera l'invitée du Café Politique à découvrir ce week-end sur notre antenne. Écoutez cet extrait. Cette candidature au départemental, puisque c'est tout récent, oui. Pourquoi cet engagement sur votre canton? Parce qu'il me semble très important que Voisins soit représenté au niveau du département. Il y a des enjeux à Voisins, en matière de circulation en particulier, qui font qu'on ne peut pas rester sur le bord de la route indéfiniment. Voisins n'a jamais été représenté au conseil départemental et je pense que pour les habitants, c'est vraiment important qu'il y ait quelqu'un de Voisins qui soit là. Donc vous serez candidate avec Yves Vandeval, puisque maintenant c'est un binôme qui se présente pour ces élections, anciennes élections cantonales, aujourd'hui départementales. Café politique pour l'intégralité de cet entretien, samedi, dimanche à 19h30 et puis sur notre site internet également. Politique toujours et la députée des Yvelines Valérie Pécresse, UMP, qui vient de déposer une proposition pour renforcer la loi sur la burqa en empêchant le paiement par un tiers des amendes infligées aux femmes portant le voile intégral. La loi dite anti-burqa, entrée en application en avril 2011, prévoit une amende de 150 € et un stage de citoyenneté selon l'appréciation du juge. Le texte proposé par la députée prévoit d'instaurer un délit d'entrave à la loi puni de 3 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Ils ont déposé un recours contre le permis de construire du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Bouygues leur réclame 3,7 millions d'euros. Ils se sont les assignés de Montigny-le-Bretonneux. En 2010, inquiets de la réalisation d'un tel équipement, 9 personnes déposent plusieurs recours contre le plan local d'urbanisme et le permis de construire devant le tribunal administratif de Versailles. La société Vélopolis, en charge de la réalisation de l'ensemble, craint alors un manque à gagner et réclame devant le tribunal de grande instance de Versailles des dédommagements. Samedi à 20h à la salle Jean-Baptiste Clément à Trappes, un bal sera organisé. L'association Vélodrame entend ainsi exprimer son soutien à ses assignés. C'est tout à fait saisissant, enfin en tout cas moi je trouve ça intolérable, que quand des citoyens s'opposent à des projets, quels qu'ils soient, ils puissent être inquiétés sur leur denier propre. Il faut qu'il y ait des espaces de discussion pour qu'on puisse construire les projets ensemble et éviter ces tensions qui sont inutiles. Je pense que nos élus devraient plutôt porter un projet d'intérêt général, associer la population, plutôt qu'inquiéter ceux qui se mobilisent. Autre action annoncée sur le secteur, mercredi 3 décembre, une soirée festive en soutien au tour tandem Alternatiba. C'est au bistrot du théâtre à Montigny-le-Bretonneux dès 20h30. Alternatiba, c'est un festival des alternatives pour le climat et la justice sociale organisé par des citoyens et des citoyennes. La première a eu lieu en 2013 à Bayonne. Une déclinaison est prévue à Saint-Quentin en Yvelines les 6 et 7 juin à La Verrière. Je recevrai les organisateurs du mouvement sur ce plateau mardi soir dans le journal. Pour l'instant, en plateau pour cette édition du vendredi, Yves Denis, bonjour, bienvenue. Bonjour. Membre du bureau FACE Saint-Quentin en Yvelines, FACE Saint-Quentin pour Fédération des associations de solidarité de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes aussi président de Amitié et Solidarité, ce regroupement d'associations qui fête ses 20 ans. Comment est né FACE Ski ? Avant de parler de votre association. Bien sûr. Donc la FASCI a commencé par une première association de solidarité qui a été créée par Mireille Frézil et Claire Nicolet. Et puis au bout de 7 ans, c'est devenu une association qui était la Saint-Quentin Solidarité, qui lui-même au bout de 7 ans, âge de raison, s'est dit il faudrait qu'on se développe et qu'on puisse accueillir des associations de tout niveau. Et on s'est créé en fédération en 2008. Le but, c'est d'unir les forces des différents membres, d'avoir plus de poids et puis de créer des liens aussi peut-être. Voilà, surtout de créer des liens, d'aider les associations qui sont plus petites à émerger en leur proposant de la communication. Donc on a un site qui va être refondu suite au dépôt de bilan de notre hébergeur. Donc on va refondre ça. On a commencé à remettre en place un annuaire des associations de solidarité. Voilà. Et donc, on vient de refaire les statuts pour augmenter un petit peu notre champ d'action. Et c'est suite à ça qu'on s'est dit, mais au fait, ça fait 20 ans que l'histoire, c'est pas 20 ans de la fédération, mais c'est 20 ans d'histoire de la fédération. Et ce sera vendredi dans les locaux de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à Trappes que vous allez organiser cette soirée festive pour réunir les différents acteurs. C'est tellement vendredi que c'est ce soir. Voilà, c'est ce soir, tout à fait. Effectivement, pour ceux qui nous suivent en direct sur cette édition, combien d'associations composent FASCI aujourd'hui ? J'en ai mentionné quelques-unes au début de ce journal, Action Mopti, il y a votre association Amitié Solidarité, mais pas que. Oui. Combien de personnes, combien d'associations ? Il y a à jour des cotisations, il y a 18 associations, il y a France Alzheimer, il y a les Restaurants du Cœur, voilà, il y a... Et une association comme la vôtre, Amitié Solidarité, ça apporte quoi justement que d'être inclus au sein de la FASCI ? Qu'est-ce que vous en retirez ? J'en retire le fait, moi je travaille avec des bénévoles au niveau de Saint-Quentin en Yvelines, mais principalement sur Guyancourt parce qu'on est sur Guyancourt, mais malgré tout on a quand même des gens qui viennent de la Verrière, de Trappes. Et quand j'ai participé en 2008 à la rédaction des premiers statuts, et là je viens de participer à la rédaction des nouveaux statuts, c'est l'idée de dire... si on peut retrouver des associations de solidarité, nous on est un peu spécifique puisqu'on s'adresse à l'accès à la culture pour les 6-12 ans. Il n'y en a pas d'autres dans la fédération, donc ça permet d'établir des liens et puis de pouvoir aider aussi, parce que j'ai quand même un petit peu d'expérience maintenant. Depuis. Vous avez été membre dans d'autres associations. Oui, voilà. Et donc de pouvoir aider des associations qui veulent monter des projets à pouvoir les financer, pouvoir
faire quelque chose, alors que tout seul, quelquefois, les gens font quelque chose qui existe déjà, et puis en plus, ne savent pas monter les projets ou ne savent pas monter leur communication. Amitié, Solidarité, qui existe depuis 2 ans à peu près. 2012, oui. Quel est le but de cette association? Vous l'avez mentionné rapidement. Voilà. C'est principalement l'accès à la culture pour les 6-12 ans. Et puis, c'est tous les derniers mercredis du mois d'août, on emmène les familles à la mer. Donc là, on prend un des 2 parents, puisque c'est priorité aux enfants, et les enfants, par contre, depuis le bébé jusqu'à 13-14 ans. Et là, depuis 2 ans, on emmène à chaque fois la première année, on avait un autocar. Et là, l'an dernier, cette année, on est parti avec 110 personnes quand même à chaque fois. Et donc cette association, aujourd'hui, vit suffisamment bien. C'est difficile pour les associations de solidarité comme la vôtre et les autres associations qui sont membres de FASKI aussi? Alors, nous, on a comme petit problème, c'est qu'on est entièrement autonome financièrement. Les seules choses qui nous a été financées jusqu'à présent, sauf cette année, c'est les autocars par la CASKI. Le reste, c'est par nos braderies, les ventes d'informatique. Voilà, c'est uniquement comme ça qu'on finance. Et évidemment, les dons des personnes de la ville ou même d'entreprises qui nous financent. Et ça permet de faire des projets comme celui qu'on va faire là dimanche sur un accès à la culture en emmenant les familles 4 fois au théâtre dans l'année pour une somme qui n'a rien à voir avec le prix ordinaire, puisque, si vous voulez, on prend les 2 parents, par contre, là, les enfants de 6 à 12 ans de la famille, donc qu'ils soient 1, 2, 3, 4, et on leur fait payer pour 4 spectacles un forfait total de 20 €, sachant que pour une personne, un spectacle, c'est 15. Voilà. Donc ça, c'est financé sur l'argent de l'association, et on espère avoir des subventions cette année pour la première fois, on ne sait jamais. Voilà. Le but, c'est qu'on ne veut pas faire une sortie isolée, on veut systématiquement qu'il y ait un sens. Donc on va aller voir à la Meurise le cirque de Chine, là, dimanche. On les emmènera voir du hip-hop, on les emmènera voir de la musique et on les emmènera voir des clowns plus tard. Voilà. Est-ce que FASKI, cette fédération de différentes associations, permet de débloquer des budgets aussi peut-être, ou de mettre en place des appels à projets, permet de donner un peu plus d'argent à ses membres? Voilà. Alors, pour fonctionner, bien sûr. Voilà. Donc là, cette année, on vient de mettre en place un appel à projets pour les associations qui ont des difficultés à se financer. Donc on a budgété dans notre budget prévisionnel 3 000 € qui peuvent être répartis sur 6 projets à raison de 500 € maximum comme aide. Cette aide n'étant pas, nous on n'est pas là pour donner de l'argent, donc on va financer sur le projet le paiement de factures. Donc sur des choses concrètes réalisées. Donc là actuellement on a 5 demandes, puisque c'est un projet nouveau qui vient d'être mis en place en septembre-octobre. On a 5 demandes qu'on va étudier, on va reconvoquer les associations parce que on a des fois des gens qui nous disent ben voilà, ça va me coûter 5 000 €, donnez-moi 500, c'est pas notre but quand même. Voilà. Et on pense que cet appel à projet pourrait être l'objet d'un partenariat avec la CASKI, par exemple, qui ne va pas s'embêter à faire des petites subventions, des études pour une aide à un projet. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on va proposer à la CASKI pour essayer donc d'avoir notre action de fédération d'aide aux projets petits, pas obligatoirement petits d'ailleurs, parce qu'il y a des associations importantes, mais qui ont des fois un peu de manque de moyens sur certains projets. FASKI qui fête donc ses 20 ans aujourd'hui, vendredi 28 novembre, ce sera dans les locaux de la communauté d'agglomération. Ce sera peut-être l'occasion d'engager la conversation justement avec les responsables politiques autour de ces questions de financement. Merci d'être venu en plateau. Je rappelle le nom de votre association aussi, Amitié et Solidarité. Merci. Avant de revenir sur l'essentiel de la semaine, on va s'attarder à présent sur Noël. C'est dans un peu moins d'un mois maintenant, et dans la plupart des communes, les services techniques procèdent à l'installation des décorations, des illuminations. Nous sommes allés voir comment cela se déroulait du côté de Plaisir.
Du haut de sa nacelle, Sébastien Labbé est chargé de décorer la façade de la mairie de Plaisir, un travail qui l'occupera toute la journée. Car installer des guirlandes de Noël, cela demande un certain savoir-faire afin de dérouler au mieux le rideau d'ampoules. Ici, de toutes les couleurs, elles sont au moins 400 pour ce décor. Des ampoules qui, au fil des années, sont devenues des LED bien moins consommatrices d'énergie. On est à peu près sur une rallonge de 4,50 m, une guirlande de 4,50 m, on est à peu près à 30 watts. Donc ce qui est vraiment ridicule comparé à la luminosité et le rendu que ça peut avoir. On peut dire qu'une guirlande à ampoule d'il y a quelques années, sur 4,50 m, on pourrait être au double, au moins au double, 500-600 watts. La ville de Plaisir consacre cette année 37 000 € hors taxes pour son budget décoration de Noël, soit 12% de moins que l'an passé, ce qui représente des centaines de kilomètres de guirlandes que Sébastien Labbé et ses collègues vont s'appliquer à installer. On pense aux enfants le week-end qui se baladent avec leurs parents et on se dit que mieux le travail sera fait et plus les enfants seront contents de regarder les décorations de Noël. Et pour découvrir les nouveaux décors de Noël de la ville de Plaisir, rendez-vous le 5 décembre pour le début des illuminations qui dureront jusqu'au 18 janvier. À noter également que sur l'église Saint-Pierre, un film de quelques minutes sera projeté à la tombée de la nuit pendant cette période. Comme chaque vendredi, l'essentiel de la semaine à présent. Et lundi, nous sommes bien évidemment revenus sur l'ouverture des Restos du Cœur, 30e campagne d'hiver. L'an dernier, 130 millions de repas distribués aux plus démunis pour plus d'1 million de personnes. À travers la France, un triste record qui devrait encore être battu. Écoutez le responsable de la communication des Restos dans les Yvelines, il était en plateau. Le département des Yvelines, on a accueilli 14 500 personnes et distribué 1 400 000 repas l'année dernière. Et ce qui est frappant, c'est l'augmentation. C'est-à-dire l'augmentation est de 13% pour ce qu'on appelle les adultes, c'est-à-dire 1 an et plus, et de 23% pour les bébés, c'est-à-dire de 0 à 1 an. Et donc ça, c'est inquiétant. C'est une augmentation qu'on n'avait encore jamais eue. Cette année, d'avoir le même type d'augmentation ? On ne peut pas savoir. Selon les gens que vous avez rencontrés depuis un mois ? Aujourd'hui, oui. On pense qu'on aura encore une augmentation. Parce que la crise est là et donc on n'en est pas sorti. Et on le voit bien, d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui, entre guillemets, redoublent. C'est-à-dire qu'avant, au bout de 2 ans, les gens sortaient des Restos du Cœur et reprenaient une activité. Maintenant, les gens, ils restent 3 ans, 4 ans. C'est devenu une solution, une réponse que les gens attendent chaque année pour venir vous voir. Mardi, dans ce journal, il était question d'une pétition lancée à Trappes par les habitants du quartier Jaurès-Gare, un cabinet médical qui serait amené à fermer. Ce secteur sera-t-il bientôt un désert médical ? Yolène Thorez et William L. ont tenté de répondre à cette question. Et avec d'autres habitants du quartier, on se mobilise contre la fermeture du cabinet Schweitzer. C'est les derniers médecins du quartier. Le cabinet Schweitzer pourrait fermer en juin 2015. Après la disparition d'un autre cabinet médical du quartier Jaurès-Gare il y a quelques mois, l'inquiétude commence à se faire sentir. Et on va aller où alors ? À l'hôpital ? À l'hôpital de Trappes. Et moi qui habite juste en face, là, qui viens voir les médecins d'ici, où est-ce que je vais aller ? C'est la question. D'autant plus que si j'ai bien compris, les autres médecins sont déjà très très occupés, donc ça ne va pas faciliter les choses. Maintenant, il faut courir de l'autre côté vers les merisiers. Quand on a 70 ans comme moi, eh bien, je vous assure que ça commence à être fatigant. D'après les habitants et le comité de quartier réuni ce matin, ce cabinet laisserait place à un grand nom de l'immobilier pour construire un gros complexe. Une pétition a été lancée, plus de 1000 signatures ont déjà été recueillies. Ce qu'on demande au maire, c'est de prévoir l'ouverture dans le quartier d'une maison de santé pour pouvoir attirer de jeunes médecins sur la commune et notamment dans ce quartier. Un quartier, une moitié de ville qu'ils estiment clairement oubliée par la municipalité. Alors que de l'autre côté de la Nationale 10, vers les Merisiers, un nouveau centre de santé vient en effet d'ouvrir ses portes en juillet dernier. Nous, alors qu'on s'est installé il n'y a pas longtemps, on a déjà effectivement un certain nombre de patients qui viennent nous voir, et notamment pas mal de patients en fait, qui trouvent que les rendez-vous chez les collègues sont assez longs. A priori, il y a à peu près entre 1 et 2 semaines en moyenne pour avoir un rendez-vous. Un temps d'attente trop long qui s'expliquerait d'après ce médecin par un problème plus global, celui du déficit de médecins généralistes sur la ville et plus largement au niveau national.
Le manque d'attractivité du métier et un grand nombre de départs à la retraite sont les raisons principales évoquées. En attendant, les habitants du comité de quartier Jaurès-Gare de Trappes continuent de faire signer leur pétition. Ils ont également écrit un courrier au maire et attendent toujours un retour. Sollicitée à plusieurs reprises, la municipalité n'a pas non plus donné suite à nos demandes. Nous continuons ce résumé de l'actualité de la semaine avec jeudi un tour d'horizon des chantiers menés à Voisins, le Bretonneux, le Mérentais, la Remise, la Manivelle, autant de quartiers que la ville souhaite maintenant voir évoluer. Voisins le Bretonneux, une ville en perpétuelle évolution où les aménagements et les projets ne manquent pas. Parmi les principaux du moment, celui dit cœur de ville. Hier soir, en salle du conseil municipal, une réunion publique était proposée aux habitants. La municipalité a présenté le diagnostic d'une étude sur le sujet, une sorte d'état des lieux du centre-ville de Voisins. À long terme, l'objectif est d'en changer la physionomie. Aujourd'hui, on a un centre commercial qui est bien séparé du centre de la vie culturelle et administrative de la ville. Et donc, peut-être les commerces qui sont du côté administratif souffrent plus que ceux qui sont de l'autre côté. Et on n'a pas de vraie centralité dans notre ville. Mais c'est l'historique, hein, c'était un petit village avant. Donc forcément, les voies sont toutes petites, elles ne sont pas bien dimensionnées, les trottoirs non plus d'ailleurs. Voilà, donc ça nous permet d'envisager l'avenir. En parlant d'un futur plus lointain, de nouvelles voies de circulation pour désengorger le centre sont également évoquées. Suite à cette réunion publique, 2 ateliers de travail seront mis en place avec les habitants pour imaginer avec eux le centre de demain. Autre projet phare du moment, celui du Mérentais. Appelé aussi projet Nymphéa, le programme prévoit de construire ici 43 logements. 34 logements locatifs sociaux et 9 maisons de ville. On a une problématique de logement social puisque c'est une ville qui est très résidentielle, très pavillonnaire, donc qui s'est construit depuis les années 70 essentiellement. Et donc avec la loi SRU et puis la loi Duflot de l'an dernier, on doit atteindre 25% de logements locatifs sociaux. Afin de créer un véritable lieu de vie sociale et de permettre aux riverains de se réunir, une salle de quartier sera également bâtie. Le chantier vient de démarrer, il devrait être terminé dans 18 mois. Un peu plus loin, le secteur de la Remise. Un projet d'écoquartier qui s'étend sur 10 hectares de terrain est en cours. L'objectif principal est clair, répondre aux besoins de logement avec la construction d'un peu moins de 500 habitations. La population de Voisins baisse d'année en année. Les jeunes gens n'ont pas tellement d'endroits pour loger parce que c'est quand même extrêmement cher. Et donc il est nécessaire d'avoir une offre de logement assez diversifiée pour permettre ce qu'on appelle un parcours résidentiel aux jeunes couples qui voudraient démarrer dans la vie et puis continuer à vivre sur Voisins après. Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est acté. Il englobe tout le terrain de la Remise, le carrefour des Pyramides à côté et la pointe collège. Aujourd'hui, le dossier est lancé et avance. Autre aménagement dont on entend un peu moins parler pour le moment, celui des terrains de la Manivelle et des Mouettes. L'endroit devait accueillir au départ un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais suite à la décision de l'ARS Île-de-France et du Conseil général des Yvelines, cet établissement se fait finalement sur la ville de Montigny-le-Bretonneux. On a cherché des solutions pour essayer de loger des personnes âgées, mais c'est un domaine très complexe parce qu'il faut que ce soit financé par le département et le département finance presque plus rien, pour dire ce qui est. Donc pour l'instant, on est revenu à un projet, je dirais, plus classique de logement. Prochaine étape, réexpliquer ce projet aux riverains et se concerter avec eux. Et puis cette semaine, nous vous avons également proposé de découvrir le rôle des avocats pour mineurs, puisque nous avons célébré voici quelques jours le 25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Le barreau de Versailles est l'un des pionniers dans ce domaine, avec l'apparition des premiers avocats d'enfants en 1990. En plateau, mercredi dernier, maître Josiane Oléotogué. Un avocat d'enfant, un avocat pour enfants, ça sert à quoi ? Eh bien, comme le nom l'indique, ça sert déjà aux enfants. Un avocat d'enfant est avant tout un avocat. Et il faut savoir qu'on ne naît pas avocat d'enfant. On a une formation pour ça après, sachant que effectivement l'avocat d'enfant est un avocat, j'allais dire bénévole dans ce domaine. On a une formation auprès de professionnels, de praticiens pour savoir accueillir l'enfant, pratiquer en tout cas avec lui. Et puis pour tout ce qui est judiciaire, et bien évidemment ça, on est à même par notre profession d'avocat initialement, de pouvoir leur expliquer les arcanes et puis le déroulement d'une procédure dans laquelle ils peuvent être impliqués en tant qu'auteurs,
victime, ou tout simplement en tant que participant, si vous voulez, notamment en matière civile, dans le cadre, par exemple, de séparation d'un couple, enfin de ses parents. On est là aussi pour essayer de voir, ce que je vous disais à l'instant, savoir si l'enfant rapporte des propos qu'il a entendus, par exemple, lorsque le parent, papa ou maman, l'amène à notre cabinet pour pouvoir l'entendre préalablement dans le cadre de la procédure. Et ça, nous y tenons beaucoup, nous, le groupe d'avocats d'enfants, en tout cas Versailles, c'est de pouvoir recevoir l'enfant une fois accompagné par papa, une fois accompagné par maman. Et il nous arrive très très fréquemment, en tout cas moi j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de le constater, que les propos sont plus tout à fait les mêmes ou qu'il y a une liberté ou une pression en fonction de qui amène l'enfant à nos cabinets. Fin du journal, je vous retrouve lundi en direct 18h pour une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur l'élection interne pour la présidence à l'UMP et puis également sur ce 1er décembre, lundi 1er décembre, journée mondiale de mobilisation de lutte contre le sida. Excellent week-end.